bienvenue à toutes. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme pour ce webinaire. Je l'ai créé avec beaucoup d'enthousiasme, j'ai hâte de partager avec vous. Voilà, c'est un webinaire qui s'adresse vraiment à vous si vous êtes actuellement enceinte, si vous avez envie d'accoucher sans péridurale ou si vous vous posez la question aussi, que vous ne savez pas trop encore et que vous voulez en savoir plus à ce sujet. Si vous avez des peurs par rapport à ce projet, par exemple, si vous avez peur de la douleur, peur de ne pas y arriver, peur de craquer pour la péridurale, si vous avez peur des protocoles hospitaliers, du personnel médical, si vous avez peur d'avoir des complications aussi des fois, ou si vous avez peur des problèmes de santé ou de toute autre peur qui pourrait surgir. On a souvent beaucoup de peur à aller explorer dans nos projets d'accouchement, donc c'est tout à fait normal. Si vous n'avez pas peur, c'est bien aussi, hein. Vous êtes les bienvenus quand même. Et puis, c'est aussi pour vous, si vous vous sentez un peu isolé, seul dans cette idée, dans ce projet, avec un entourage qui ne comprend pas forcément, qui des fois peut-être vous prend pour des folles, qui ont tendance à vous infantiliser en vous disant tout le temps ce que vous devez faire et ne pas faire. Et puis, voilà, les petites réflexions. Oh, bah, tu verras bien une fois que tu y seras, la péridurale, tu vas bien la demander. Bienvenue dans le webinaire des folles qui ne veulent pas la péri. Et oui, ça existe. D'ailleurs, il y en a de plus en plus des femmes qui commencent à remettre un petit peu en question, non pas la péridurale en tant que telle, mais la surmédicalisation des accouchements. Donc, j'espère que ça va être un vrai moment de partage, de bonnes énergies. J'espère que je vais vous apporter de l'assurance dans vos choix pour mener à bien vos projets, de la confiance aussi en vos capacités à enfanter et puis de la puissance. Parce que vous allez voir que les accouchements, ça peut carrément transformer des vies. J'en suis la preuve. Donc, installez-vous confortablement. On est parti. Prenez de quoi boire parce qu'il fait chaud. Sans alcool, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes préparé un petit cocktail ou pas. Bon, moi, je me suis pris un petit sirop, un petit sirop de pêche. Voilà, ça va me faire du bien. Installez-vous confortablement avec des coussins, un transat. Coupez vos téléphones portables et les autres notifications qui peuvent vous déranger pour profiter à fond de ce moment. Prenez vraiment ce moment pour vous, en fait. Je vous invite aussi, tout simplement, petite pratique. Si vous n'êtes pas encore assise ou si vous n'êtes pas encore assise confortablement, vous pouvez simplement, hop, vous remettre debout, prendre conscience de votre bassin. Donc, pour ça, vous pouvez faire des petits cercles, par exemple, bien prendre, voilà, comment est votre bassin là aujourd'hui. Et puis, vous vous asseyez tout simplement, hop, en conscience dans votre bassin. Votre bassin, c'est votre socle, c'est votre base, c'est là qu'il y a votre sécurité. Donc, prenez-en soin et s'asseoir en conscience dans le bassin, comme ça peut déjà permettre d'avoir une bonne assise, un bon positionnement, non seulement physique, mais mental. On va en reparler. Donc, voilà. Et si vous préférez être allongé, c'est OK aussi, hein. N'hésitez pas à bouger aussi. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de 3 erreurs à éviter quand on veut un projet d'accouchement sans péridurale. Ensuite, je prendrai un moment pour vous présenter mon accompagnement chéri d'amour que j'aime, mon 5e bébé, qui s'appelle Objectif Naissance. Donc ça, ce sera vraiment pour celles qui souhaitent se sentir armées et soutenues pendant leur maternité et qui ont un projet d'accouchement sans péridurale. Et enfin, on prendra un temps pour répondre à toutes vos questions. Est-ce que vous êtes prêtes? Donc moi, je me présente. Je m'appelle Marie-Laure. Ça, je crois que vous aviez compris. Je suis une femme qui fait des enfants. Donc, je suis une femme. Parmi mes valeurs, ce que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est je suis vraiment pour la bienveillance et la non-violence. C'est pour ça d'ailleurs que mon blog s'appelle Naissance non violente. C'est que je suis contre la violence sous toutes ses formes. Et donc, pour le respect entre les personnes, c'est assez facile pour moi, dans mon caractère, d'être dans l'écoute empathique et le non-jugement. J'adore découvrir comment les autres voient la vie. Je trouve que c'est vraiment une richesse et qu'on peut tous s'inspirer les uns des autres. Et je suis maman aussi. J'ai 4 enfants qui ont entre 14 ans et bientôt 5 ans. 2 filles, 2 garçons. Je sais, on a bien travaillé. J'ai eu un premier accouchement médicalisé qui a été traumatisant pour moi.
En fait, ça s'est pas si mal passé que ça. Enfin, si, quand même, la fin. Mais je pense que même sans les complications de la fin, je l'aurais mal vécu. Mais en tout cas, les complications de la fin ont fait que ça a été traumatisant. Je me suis vraiment sentie nulle, en fait, comme si je n'avais pas été capable d'accoucher. Suite à ça, je me suis posé beaucoup de questions. Et quand on a décidé d'avoir un deuxième enfant, là, j'étais vraiment partie sur le « je veux plus rien qu'on me fasse, je veux plus la péri, je vais me débrouiller toute seule, laissez-moi faire ». Donc ensuite, j'ai eu 3 accouchements physiologiques pour les 3 enfants suivants. Vraiment en pleine puissance. Enfin, voilà, mon deuxième accouchement, ça a été vraiment une révélation pour moi. Ce deuxième accouchement, il a été hyper rapide. Donc, facile, rapide, nickel. Ça m'a vraiment révélé un truc. Le troisième accouchement a été long et j'ai échappé de peu à la péri, mais j'y ai échappé. Donc, ça reste important. Et puis, la quatrième, elle est née à la maison, juste entre le papa et moi. Donc, ce qu'on appelle souvent un ANA, un accouchement non assisté, c'est-à-dire sans personnel médical. Mais j'aime pas trop cette appellation d'ANA. Moi, je préfère appeler ça accouchement autonome. Il y a d'autres personnes maintenant, ça commence un peu à se dire, qui appellent ça enfantement libre et autonome. Voilà, moi, accouchement autonome, ça me va bien. Je suis aussi doula, du coup. Toutes mes expériences d'accouchement, là, en fait, une fois, j'avais une cliente qui m'avait demandé de lui raconter mes accouchemements. Et je lui ai raconté ça sur plusieurs séances. Et elle me dit, mais en fait, t'as toujours une vie un peu compliquée comme ça ou J'ai dit, non, j'ai plutôt une vie calme et tranquille, enfin, je trouve. Mais alors, mes accouchements, c'est toujours des histoires un peu exceptionnelles, quoi. Donc, mes expériences d'accouchement et mes expériences en tant que maman dans la parentalité m'ont amené vraiment à une vraie transformation intérieure. Et il y a un jour où je me suis dit, en fait, c'est pas possible de garder ça pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, ça m'a passionnée et du coup, en 2017, j'ai sauté le pas. C'est un moment que j'y réfléchissais. J'ai suivi la formation de doula pour pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris et expérimenté. Ce qui me tient vraiment à cœur, moi, dans mon métier, c'est de remettre la femme au centre de sa maternité, de lui donner des outils pour qu'elle puisse prendre son pouvoir personnel, qu'elle soit l'actrice de son accouchement et que son expérience d'accouchement soit positive, voire magique, pourquoi pas. Donc voilà, déjà par ma première expérience et puis après avec mes copines aussi qui accouchaient, j'ai fait assez vite le constat qu'en fait, la maternité, c'était très médicalisé dans notre société en France. Il y a tout de suite le suivi médical qui se met en place dans la grossesse, avec un rendez-vous tous les mois, les échographies obligatoires, les examens complémentaires. Après, il y a des protocoles pendant l'accouchement, pendant le postpartum. Et je trouvais que tout était vraiment centré sur ce côté médical, mais quand on le vit, quand on est enceinte, on se rend bien compte que la maternité, c'est pas que ça, c'est pas une question d'examens médicaux. Et c'est bien si les résultats médicaux sont OK, corrects, mais c'est pas parce que les résultats sont corrects et que tout va bien qu'on peut dire justement que tout va bien. Parce qu'il y a complètement autre chose qui se joue à côté. C'est une transformation physique, psychique et émotionnelle vraiment forte, la maternité. Ça commence du désir d'enfant jusqu'à la fin de la matrescence. Et la matrescence, c'est 1 ou 2 ans après la naissance. Donc, il y a tellement de choses qui se jouent là-dedans que c'est pas que du suivi médical. Il y a vraiment autre chose. C'est un vrai passage de vie, de femme à mère, et ça recommence à chaque enfant. Et ça, à mon sens, ça nécessite vraiment un accompagnement, un soutien, une présence. La future maman, puis la maman, elle va se poser 1000 questions, elle va découvrir plein de choses d'un coup sur un laps de temps assez court, parce que finalement, 9 mois, c'est court. Pour un peu que vous travaillez et que vous ne vous penchiez pas trop sur la question tout de suite, le congé mat, c'est encore plus court et on n'a plus le temps. Donc voilà, il y a plein de concepts à comprendre, du vocabulaire, des façons de faire, des façons d'être. Ça ne se fait pas tout seul, c'est vraiment tout un nouveau monde. Donc voilà, moi je pense que la transmission de femme à femme pour ce passage de vie, elle est importante. Ça s'est perdu au fil du temps. Avant, on était beaucoup plus
voilà, il y a la voisine qui accouchait, bon, bah, toutes les femmes du village, elles y allaient, elles prenaient soin de la maman, elles étaient là, même après l'accouchement, pour le bébé, tout ça. Donc là, ça s'est vraiment perdu, on est un peu toute seule, hein. Et du coup, il n'y a plus cette transmission, donc il va falloir la recréer. Et c'est en train de se recréer à travers les accompagnements, notamment des doulas. C'est timide en France, mais ça arrive tranquillement. Dans plein d'autres pays, la présence des doulas, elle est vraiment démocratisée et courante pour accompagner la maternité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, les femmes, elles sont enceintes, hop, elles choisissent leur sage-femme et elles choisissent leur doula, quoi. C'est quasiment automatique. En France, c'est encore marginal, les gens qui choisissent d'avoir une doula. Pourtant, le besoin, il est bien là. Et pour les femmes qui choisissent d'être accompagnées, du coup, quand elles découvrent ça, cet accompagnement-là, eh ben, elles trouvent ça magique. Enfin, moi, les mamans que j'accompagne qui me font des retours, c'est toujours des super retours. Je suis toujours waouh. Et elles me disent, mais en fait, mais heureusement que tu étais là, heureusement qu'il y avait ça, parce que sinon, je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Du coup, elles trouvent ça exceptionnel, alors que ça devrait juste être normal. En fait, tout le monde aurait le droit de vivre ça normalement. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'offrir aux mamans que j'accompagne. Et c'est beau, c'est magnifique, ça me plaît, donc je continue. Je ne sais pas trop où vous en êtes dans vos connaissances. Donc, ça me paraissait important de refaire un peu le point sur l'accouchement physiologique. Qu'est-ce que c'est? Parce que je vais beaucoup en parler, mais si vous ne savez pas ce que c'est à la base, ça va être un peu problématique. Donc, la femme, elle est programmée dans son corps pour se reproduire et faire des bébés, comme tous les autres êtres vivants. Il y a donc des fonctions dans le corps qui se mettent en place pour mener à bien la grossesse jusqu'au bout et mener aussi à bien l'accouchement et mener aussi à bien l'allaitement derrière. Un accouchement physiologique, c'est un accouchement qui se déroule dans le respect des fonctions naturelles du corps de la mère et de l'enfant. Il y a ces fonctions qui existent naturellement, qui sont déjà là, en fait, on est toutes avec. Et bien, l'accouchement physiologique, c'est celui qui va se dérouler dans le respect de ces fonctions-là. Donc, ces fonctions, c'est des fonctions mécaniques, hormonales, cérébrales, émotionnelles. Elles vont travailler ensemble, en harmonie, pour mener l'accouchement de manière sécuritaire. On n'est pas programmé pour mourir à chaque accouchement, sinon il n'y aurait plus de femmes humaines sur Terre. Donc, normalement, si tout est respecté, l'accouchement est sécuritaire. Et on peut aussi appeler ça l'accouchement naturel, du coup. Quand on prend la péridurale, cette dernière, enfin la péridurale, elle va interférer sur ces fonctions naturelles du corps. Et elle va interférer sur toutes les fonctions. Elle va interférer sur la mécanique, sur les hormones, sur le cérébral et sur l'émotionnel. Enfin, c'est comme ça. Il faut le savoir. Ça va forcément influer sur les fonctions naturelles. Donc, avec une péridurale, on sort de l'accouchement physiologique. C'est pas grave du tout si vous en avez conscience et si c'est votre choix. Moi, je tiens à préciser que j'ai aucun problème avec la péridurale. Je trouve que c'est une invention fabuleuse, surtout quand elle est nécessaire ou quand on en a envie. J'ai plein de copines qui ont accouché avec péridurale et qui se seraient surtout pas vues accoucher sans péridurale. Et c'est OK, elles, ça les rassurait. C'est comme ça qu'elles se sentaient bien. J'ai pas à juger ça, en fait. C'est OK, complètement OK. Par contre, il faut savoir qu'en France, on est un pays où c'est la norme de médicaliser les accouchements, notamment avec la péridurale. Et souvent, votre accouchement, il est médicalisé d'emblée. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de mamans qui ont dit qu'elles attendaient leur premier bébé. Et ben, moi, je ne m'attendais pas à ça. Quand j'ai eu mon premier bébé, je pensais que le jour de l'accouchement, j'allais aller à la maternité, toute guillerette. Et que, bah oui, forcément, j'allais avoir des contractions. Oui, j'avais entendu que ça allait faire mal. Mais je pensais qu'on allait plus ou moins, je ne savais pas trop comment m'aider à passer ça, et que le médical n'intervenait qu'en cas de problème. Eh bien, en fait, non. Le médical intervient tout de suite. D'emblée, il y a du médical si vous allez à la maternité. Et c'est pas que en cas de problème. Et je sais pas si je continue. Et des fois, bah, le problème, du coup, c'est ce qu'on appelle la surmédicalisation. C'est-à-dire qu'on médicalise les accouchements avant même qu'il y ait un problème médical. Et du coup, ça s'appelle la surmédicalisation. Et cette surmédicalisation a la même tendance à provoquer des complications qui n'auraient peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu médicalisation.
Après, bon, là, ça devient un petit peu compliqué d'en parler comme ça en live, mais du coup, on arrive à des médicalisations d'accouchement abusifs. On va en reparler un petit peu plus loin et ça me pose problème. Si c'est vous qui choisissez, c'est OK. Si c'est pas vous, si on vous force, ben, c'est pas bon en fait. C'est de la violence ordinaire d'accouchement. Donc voilà, et accoucher avec péridurale ou sans péridurale, bah, c'est pas la même expérience. C'est pas la même expérience d'accouchement. Vous n'allez pas vivre la même chose. Donc c'est OK si c'est votre choix, mais sachez que c'est pas la même chose. Moi, suite à mon premier accouchement où on m'a pas demandé mon avis, donc, et où on a médicalisé mon accouchement d'emblée, c'est-à-dire qu'on m'a, je sais plus s'ils m'ont mis l'ocytocine avant la péri ou s'ils ont mis direct la péri. Enfin, en tout cas, ils ont tout fait pour que je prenne la péri. J'étais allongée sur le dos et on attendait que mon bébé descende. Et oh, vous avez mal, madame? Vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale? Toutes les heures. Vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale? Oh, ça va être encore loin. Vous êtes sûre que vous voulez pas la péridurale? Ben ouais, quand c'est la seule solution qu'on vous propose, forcément. Au bout d'un moment, j'ai dit oui, je veux la péridurale, s'il vous plaît. Donc on pourrait se dire que c'est moi qui l'ai demandé, mais en fait non, c'était abusif. On m'a pas proposé autre chose, on m'a laissé allonger sur le dos. C'était pas possible en fait d'accoucher sans péridurale dans ces conditions-là. Donc moi après j'ai eu des complications, c'est un peu long, je vais pas tout vous raconter. J'ai eu des complications. J'ai fait une hémorragie, j'ai été transférée dans un autre hôpital, j'étais séparée de mon bébé, ça a été super dur et j'ai complètement perdu confiance en mes capacités. J'ai perdu confiance dans les capacités de mon corps déjà à accoucher et à allaiter et aussi dans mon rôle de maman. Du coup, j'étais complètement perdue. Je recevais le message que moi, je ne savais pas et que les autres savaient mieux que moi. Et donc, j'ai pensé qu'ils avaient raison et je me sentais nulle pour m'occuper de mon bébé. Ça a duré pas mal de temps. J'ai fait une petite dépression postpartum en passant. Personne ne s'en est rendu compte. Voilà. Alors que pour mon deuxième accouchement, où tout s'est passé rapidement, facilement, où je voulais pas qu'on fasse à ma place, je voulais vraiment le faire moi-même, je voulais aller à la maternité le plus tard possible pour qu'ils aient rien le temps de faire en fait. C'était ça ma plus grande peur, c'était qu'ils fassent des choses. Et ben du coup, là, heureusement pour moi, ça s'est passé vite et ça a été génial en fait. J'ai accouché, on avait quand même prévu d'aller à la maternité pour ce deuxième accouchement-là parce que j'avais peur par rapport à ce qui s'était passé pour le premier. Mais en fait, j'ai accouché sur le parking de la maternité et c'était génial. Je me suis sentie la reine du monde. Et après, postpartum, rien à voir. Je débordais d'énergie, je me sentais mais trop, trop bien. Et j'ai vraiment connecté à une puissance que je n'imaginais pas avant. Que quand on n'a pas accouché sans péridurale, c'est ce que je disais, c'est pas la même expérience, on peut pas comprendre en fait. Alors des fois, c'est un peu compliqué d'expliquer ça. Des fois, je reçois des messages sur les réseaux et tout. Oui, maman, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Mais oui, mais en fait, c'est difficile. On peut pas, on peut pas le comprendre si on l'a pas vécu. Donc, on peut le conscientiser, on peut y croire, on peut être d'accord avec, mais c'est encore autre chose de le vivre. Donc bref, c'est grâce à cet événement-là, là, mon deuxième accouchement, que j'ai vraiment acquis de la force et de la confiance et que j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais tout réaliser dans ma vie. Donc maintenant, quand je doute, quand j'ai peur, je me connecte à cet accouchement-là et je me dis, non mais c'est bon, tu as accouché 3 fois sans péri, donc 2 fois toute seule, c'est bon quoi, tu peux y aller, waouh quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça, j'étais un petit peu stressée avant le webinaire, mais je me suis dit, non mais c'est bon. T'as accouché 3 fois sans péri, vas-y, va leur en parler. Donc voilà, donc moi, après, portée par ça, j'ai continué d'apprendre sur moi, sur la parentalité. J'ai fait beaucoup de développement personnel, toute seule, de la gestion des émotions. Ça a vraiment changé ma vie. J'ai eu 2 autres enfants. C'est un peu comme si cet accouchement-là, il m'avait réveillée, entre guillemets. Ça a réveillé mais plein de choses et j'ai eu l'impression que avant, j'étais un petit oiseau dans une cage, tout allait bien, dans mon petit confort, là. Et j'ai pété les barreaux de la cage et je suis partie. Et c'est aussi ce qui arrive aux mamans que j'accompagne. Là, vous les voyez, j'en ai mis 3 en photo, il y en a plein d'autres, mais voilà, on voit sur leur visage, je trouve que elles ont repris leur pouvoir, elles osent y aller, elles osent aller vers leurs rêves.
Moi, je suis juste le guide, en fait. Et après, c'est elles qui font le travail et c'est beau. Donc, voilà. Je vous présente du coup les 3 grosses erreurs à éviter si vous avez un projet d'accouchement sans péridurale. C'est parti. Hop. Donc, l'erreur numéro 1, c'est vraiment, je le vois vraiment dans les accompagnements que j'ai, c'est de mal choisir son lieu d'accouchement. Déjà, ça va être important. Alors, au niveau des chiffres, retenez qu'en France, il y a 80% des femmes qui accouchent avec péridurale. On est vraiment dans une culture de l'accouchement médicalisé. C'est la norme. Et la péridurale, c'est une médicalisation de l'accouchement. C'est la médicalisation de l'accouchement la plus courante. En fait, il existe 2 visions de l'accouchement. Il y a la vision de l'accouchement médicalisé où on considère que l'accouchement, c'est un acte médical. D'ailleurs, je ne sais plus dans quel livre, mais des fois, vous trouvez accouchement, définition, acte médical. Ben non, enfin, c'est une des visions de l'accouchement. C'est un acte médical pour lequel il faut du personnel qualifié, du matériel spécifique et adapté. Donc, il faut aller à l'hôpital, il faut qu'il y ait une sage-femme, des médecins. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait tout ça. On a peur des complications pour la maman et pour le bébé. Et du coup, on fait beaucoup d'actes médicaux en prévention de ces complications, mais des fois, ça engendre des complications à cause des actes. Bref, tout un débat. La deuxième vision de l'accouchement, c'est la physiologie. Donc là, on considère dans la physiologie que la femme et son corps savent faire. C'est par rapport à, enfin voilà, ça fait écho avec la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, qu'elle en a toutes les capacités. Donc on lui fait confiance, on la laisse faire, sans intervenir s'il n'y a pas besoin. Bien sûr, s'il y a besoin, si on détecte qu'il y a un problème, on intervient. On ne va pas la laisser mourir sur place en lui disant « Allez, vas-y, tu vas y arriver, quoi ». Non. Évidemment que des fois, il y a besoin de péridurale, des fois, il y a besoin d'endormir, des fois, il y a besoin de césarienne, des fois, il y a besoin… Voilà. Mais on considère d'emblée que la femme, elle sait faire. Et puis, s'il y a besoin, bah, on l'aide, évidemment. En maternité, il faut savoir que le personnel, il est formé essentiellement à faire, donc à agir, et donc à être dans la vision de l'accouchement médicalisé. Bien sûr, comme pour tout, il y a des exceptions, il y a des maternités qui sont beaucoup plus ouvertes à la physio et tout, mais je ne peux pas rentrer dans toutes les exceptions, et puis je ne peux pas à chaque fois dire il y a des exceptions. Donc, comprenez que là, je parle d'une manière générale. Il faut comprendre que généralement, dans les maternités, c'est plutôt une vision médicalisée. Et en plus, comme c'est souvent ce que les femmes leur demandent, bah, ça ne matche pas trop mal. Et c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui accouchent avec péridurale et qui disent bah, ça s'est bien passé, c'était super, j'ai eu mon bébé, voilà, bah, c'est cool, tant mieux. Par contre, quand on a un accouchement physiologique, du coup, ça peut poser un peu plus problème. Donc, il y a des lieux d'accouchement qui vont favoriser l'accouchement physiologique, voire ce ne sera possible d'accoucher là-bas que en physiologique, c'est-à-dire qu'on n'aura pas accès à la péridurale, par exemple. C'est le cas, bien sûr, des accouchements à domicile. Donc, on appelle les accouchements à domicile AAD, accouchement à domicile, quand il y a une sage-femme qui est présente. Et sans sage-femme, je vous rappelle, ANA ou accouchement autonome ou enfantement libre et autonome. C'est aussi le cas si vous souhaitez accoucher ou si vous avez prévu d'accoucher en maison de naissance et en plateau technique. Donc là, vous aurez une sage-femme qui va vous suivre pendant votre grossesse et qui sera là le jour de votre accouchement. En plateau technique, c'est une sage-femme qui a un contrat avec l'hôpital. Et du coup, ben, elle vient avec vous dans la salle d'accouchement le jour J. Normalement, il n'y a que elle qui intervient. Si elle détecte qu'il y a un problème, elle fait appel à l'équipe de maternité qui est juste à côté. Pareil pour la maison de naissance. S'il y a un problème qui est détecté, la maternité est juste à côté. Les maisons de naissance sont attenantes aux maternités. Donc, bah, en fait, il suffit de vous faire passer la porte et après, vous êtes pris en charge par l'équipe de maternité. Mais du coup, c'est super intéressant, je trouve, d'avoir ça, sage-femme. Déjà, parce que c'est vrai, quand on arrive à la maternité comme ça, bah, on a fait la préparation avec quelqu'un, on a fait le suivi de grossesse avec quelqu'un, et puis bah, le jour J, on tombe sur quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça peut être stressant quand même. C'est un peu un moment important. Donc ça peut être hyper rassurant. Après, il n'y en a pas énormément. Les plateaux techniques, ça a quand même tendance à se développer. Les maisons de naissance, c'est censé se développer, mais c'est tout doux. Hein. Ça va vraiment doucement.
Donc, si vous avez la chance d'avoir une maison de naissance ou un plateau technique et que vous voulez accoucher sans péri, que vous êtes hyper motivé pour ça, renseignez-vous près de chez vous, ça peut valoir le coup. Si vous n'avez pas envie d'accoucher à domicile ou si ce n'est pas possible à domicile pour vous. Et au niveau des maternités, du coup, ça va être très aléatoire. Il y a quand même peu de maternités où il y a des sages-femmes qui accompagnent la physiologie. Donc, ça va être important d'aller en parler avec l'équipe, avec les sages-femmes qui vous accompagnent en amont, pour voir si le physio, il est bien ou mal vu dans cette maternité-là. Donc, posez vos questions dès le début de grossesse. Je disais tout à l'heure, c'est super, tu es en début de grossesse, parce que c'est dès le début de grossesse, en fait, qu'il faut commencer à se préoccuper de ça. Si au 9e mois, vous dites « Ah, ma maternité, elle n'a pas l'air pro-physio », vous pouvez toujours changer, hein, mais c'est quand même plus compliqué. Donc, dès le début de grossesse, au rendez-vous, vous posez des questions, des petites questions pour vous permettre de déterminer si ça passe ou si ça casse. Vous voyez comment réagit la personne, en fait, quand vous lui parlez de physio, de péridurale, de sans péri, et vous n'hésitez pas à changer de maternité si besoin. Parce que vraiment, c'est dommage. Il y en a, vous n'arriverez pas à tout savoir, mais je trouve ça trop dommage. Moi, des fois, quand les mamans, après l'accouchement, me disent en fait, j'aurais pas dû aller dans cette maternité-là et c'était pas du tout physio. Ouais. C'est dommage de s'en rendre compte après. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Hein. Après, on est toutes dans le même panier. Hein. Mais voilà, si je peux vous conseiller ça, c'est poser vos questions. De plus en plus, dans les maternités, il y a des salles nature ou des salles physio. Ce qu'on appelle salles nature ou salles physio, c'est des salles où normalement il y a un peu plus de matériel pour pouvoir bouger, se suspendre. C'est un peu plus cosy normalement que les salles d'accouchement classiques. Et normalement, dans ces salles-là, on accouche de manière physiologique sans péridurale. Sauf qu'en fait, alors, c'est bien, mais je crois qu'en fait, les maternités, elles ont compris qu'il y avait un peu... là, il y a quand même de plus en plus de femmes qui veulent du sans-péri et qui veulent du physio. Du coup, elles ont compris que c'était un peu un élément marketing, les salles nature. Donc c'est pas parce qu'il y a une salle nature qu'ils sont ouverts à la physio. Donc, posez vos questions pour vraiment voir s'ils sont ouverts à la physio. Parce que dans certaines maternités, les salles nature ne sont jamais ouvertes, en fait. Ils ne veulent pas les utiliser. Oh non, ça sert à stocker du matériel. Ça a servi pendant le Covid pour les femmes qui avaient le Covid. Mais voilà. Donc, en fait, il peut y avoir une salle nature. Ça fait joli sur le papier. Mais s'ils ne l'utilisent jamais, s'il n'y a jamais d'accouchement dedans, s'il n'y a pas de sage-femme qui se sentent capables d'accompagner ces accouchements-là, en fait, ça ne sert à rien. On est d'accord. Donc, préparez un projet de naissance pour mettre tout ça à plat, voir ce qui est possible de faire ou pas, selon le lieu que vous avez choisi et vos souhaits. Et par rapport à l'AAD, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes qui souhaiteraient des accouchements à domicile, mais il y a de moins en moins de possibilités. Ça, c'est vraiment un gros problème. Il y a de moins en moins de sages-femmes qui osent accompagner les accouchements à domicile parce qu'on leur met des bâtons dans les roues. Quand je dis on, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis pleine de reconnaissance pour elles. Mais le système de santé, on va dire ça comme ça, le système de santé leur met des bâtons dans les roues, leur fait facilement des procès et du coup, c'est de plus en plus compliqué pour elles d'oser accompagner des accouchements à domicile. Donc, bravo à celles qui continuent. Voilà. Donc, il y a de moins en moins de possibilités d'AAD. En même temps, dans les maternités, c'est aussi un peu la cata parce qu'il y a une pénurie de moyens, il y a une pénurie de sages-femmes en ce moment. C'est de pire en pire, en fait. Les services peinent à recruter des sages-femmes parce que le métier est sous-valorisé. Donc, les conditions de travail sont difficiles pour celles qui restent. Et par conséquent, il y a aussi beaucoup de sages-femmes, en fait, qui ne veulent plus travailler à l'hôpital. Soit parce que c'est trop difficile au niveau des conditions de travail, soit parce qu'elles voudraient faire du physio, mais elles ne peuvent pas le faire à l'hôpital parce que ce n'est pas prévu pour, et que du coup, elles sont frustrées de ne pas pouvoir le faire, et du coup, elles décident d'arrêter, de s'installer en libéral, de faire l'accompagnement avant, après, accompagnement des femmes au niveau gynécologique, parce que les conditions de travail à l'hôpital ne leur conviennent plus. Et du coup, ça fait que dans les maternités, non seulement il y a de moins en moins de sages-femmes, mais en plus, il y a encore de moins en moins de sages-femmes qui font de la physio. Parce qu'il faut savoir aussi que les sages-femmes, dans leur cursus,
elles sont a priori pas formées à accompagner des accouchements physiologiques. Elles sont formées à accompagner les pathologies pendant l'accouchement. Elles sont beaucoup plus à l'aise avec ah bah là il y a un problème, on va faire ça, 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 que accompagner la physio. C'est une autre façon d'être avec la femme. Et si elles ne se sont pas formées elles-mêmes sur le sujet, ben en fait, elles ne savent pas forcément faire. Donc, compliqué. Donc, pour éviter les déconvenues, ça va être important de bien choisir votre lieu d'accouchement. Alors, on passe à l'erreur numéro 2. Yes. L'erreur numéro 2. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire là. Enfin, beaucoup de choses. Vous allez voir. C'est important. L'erreur numéro 2, je trouve, c'est de ne pas se préparer à l'accouchement physiologique. Je vous rappelle que 80% des femmes accouchent sous péridurale en France. En fait, il y a des femmes qui, au départ, comme vous, ne souhaitaient pas forcément la péridurale. Avant d'arriver à la maternité, tout ça, elles ne voulaient pas la péridurale. Comme moi aussi, pour mon premier accouchement, je ne la voulais pas forcément. Moi, je voulais accoucher, quoi. Mais pas forcément la péridurale. J'avais un peu peur des aiguilles, tout ça. Ça ne me parlait pas trop. Donc, il y a des femmes qui ne veulent pas la péridurale. Sur ces femmes-là, il y en a 50% qui finalement vont la prendre en cours d'accouchement. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que comme on est dans une culture de l'accouchement médical et de la péridurale, et bien du coup, si elles ne sont pas suffisamment préparées à ce qu'elles vont vivre et que le système de santé actuel est dans la norme de la médicalisation, et bien en fait, très vite, vous allez être orienté vers la péridurale comme étant la seule solution à votre problème, qui est de gérer les contractions. Donc, dans ce système comme ça, je trouve qu'on est obligé de se préparer. Parce que le jour J, en fait, a priori, vous ne pouvez pas compter sur l'équipe médicale. Je parle surtout en maternité, hein, si c'est un accouchement à domicile, c'est complètement différent. Mais en maternité, vous ne pouvez pas compter sur l'équipe médicale pour vous aider. Si c'est le cas, si le jour où vous accouchez, il n'y a pas trop de monde, que vous êtes la seule à accoucher, en plus c'est une maternité physio et tout, et que vous avez quelqu'un qui est là à vos côtés, qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous montre des positions et tout, bah, c'est génial, tant mieux. Mais dans la plupart des cas, ça n'arrive pas. Donc, je vous recommande de ne pas trop compter dessus, parce que souvent, on est quand même tout seul en salle d'accouchement. Jusqu'à l'expulsion, on est vraiment seul pendant tout le travail, en couple, quoi. Donc, en fait, il faut que vous soyez préparés, il faut que votre accompagnant soit préparé aussi. Et pour moi, une bonne préparation, ça se fait vraiment au niveau de 3 domaines qui sont complémentaires. Et ça, je m'en rends de plus en plus compte avec les mamans que j'accompagne. Il y a déjà toute cette partie sur la connaissance. Donc, ça va être vraiment la théorie sur l'accouchement physio, comment ça se passe, quelles sont les étapes, pourquoi il y a de la douleur, comment la dépasser, comment favoriser son accouchement, comment gérer les contractions. Donc, voilà, de la connaissance pure, ça, c'est assez facile de s'informer avec les livres, avec Internet, avec les échanges, avec les blogs, avec les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a quand même plein de ressources là-dessus. Un petit attention sur le fait que dans les préparations à l'accouchement classique que vous pouvez faire pendant votre maternité, vous savez, les 7 séances de préparation prises en charge par la sécurité sociale, on ne vous parlera pas ou très peu de l'accouchement physiologique. En fait, on ne vous en parlera pas de l'accouchement physiologique. On vous en parlera si vous avez fait le choix de suivre une préparation qui parle spécifiquement de l'accouchement physiologique. Mais dans les préparations classiques, on ne vous parlera pas de l'accouchement physiologique. Pourquoi ? C'est très simple, c'est parce que comme 80% des femmes accouchent avec péridurale, les préparations, elles sont adaptées pour préparer ces femmes-là, donc à un accouchement avec péridurale. C'est vachement... Enfin, c'est logique en fait. Et en plus, 7 heures de préparation à l'accouchement sur 9 mois de grossesse, comment vous dire que je trouve ça tellement dérisoire et largement insuffisant. Et voilà, pour ma première grossesse, j'ai cru, avant d'accoucher, que j'étais bien préparée.
parce que j'avais fait mes 7 séances de préparation à l'accouchement. Je suis super bonne élève. J'étais allée à mes 7 séances et tout. J'en avais loupé aucune. J'avais fait tout mon suivi médical, nickel. Mon rendez-vous anesthésiste et tout ça. Enfin, tout était nickel. Je me disais, c'est bon, je fais mes séances de préparation à l'accouchement. Je suis prête, quoi. Ouais, bah non. Je suis un peu tombée de haut parce que du coup, j'étais pas prête du tout. Ce que j'ai vécu, c'était pas du tout ce qu'on m'avait raconté, mais en même temps, c'est normal. La seule chose qui m'a servi, c'est que pendant la préparation à l'accouchement, la sage-femme, elle nous avait expliqué que si jamais on prenait la péridurale, j'aime bien le si jamais on prend la péridurale, alors qu'elle sait pertinemment que presque tout le monde va la prendre. Mais bon, si jamais vous prenez la péridurale, il faut bien comprendre que vous allez être branché de partout. Hein. Vous allez avoir des cathéters, vous allez avoir des capteurs et tout. Et heureusement qu'elle m'avait dit ça, en fait, sinon j'aurais été encore plus choquée, je crois. Mais voilà, donc pendant les 7 séances de préparation à l'accouchement, c'est bien, il faut les faire et tout ça, mais tout est survolé pour aborder tous les thèmes en fait. En 7 heures, il faut aborder tous les thèmes, des contractions à l'allaitement, en passant par la péridurale, la césarienne. Donc en fait, il n'y a rien d'approfondi. Et on vous prépare, on vous conditionne à l'accouchement médicalisé avec péridurale. Le deuxième domaine où il faut, enfin, où je trouve que c'est intéressant de se préparer, c'est tout ce qui est savoir-faire. C'est-à-dire acquérir, si ça vous parle, hein, ce n'est pas non plus une obligation, mais je sais que souvent ça vous rassure. Donc, c'est acquérir des techniques pour gérer son accouchement. Donc ça, vous allez le trouver en prépa aussi à l'accouchement, par exemple avec l'hypnose, la sophrologie, l'autonomie, le yoga, la piscine, le chant prénatal et sûrement d'autres choses que j'oublie. Je trouve que c'est intéressant de prendre le temps pendant la grossesse d'aller explorer une technique comme ça, ne serait-ce que pour votre ouverture personnelle sur le monde, sur des choses qui peuvent en plus vous servir après, au-delà de l'accouchement. Peut-être que vous vous en servirez pendant l'accouchement, peut-être pas, parce que des fois, quand on est dans l'accouchement, on n'y arrive pas. Utiliser l'hypnose pendant l'accouchement, des fois, on n'y arrive pas du tout. Il ne faut pas s'énerver dessus, c'est pas grave, faites autre chose. Ça va dépendre de vous, de comment vous vous sentez le jour J. Voilà. Donc, moi, je trouve quand même intéressant d'aller voir une technique qui vous plaît, qui vous fait du bien pendant la grossesse, de prendre ce temps-là avec votre bébé et votre conjoint, s'il est disponible, et d'en profiter. Souvent, on vous propose en préparation à l'accouchement, soit les préparations classiques, là où du coup vous allez avoir des infos, mais que ça ne va pas être des infos sur la physio, et ou des préparations plus techniques, hypnose, sophrologie, yoga, tout ça. Et en fait, moi je trouve qu'on ne peut pas dissocier les deux. Vous êtes obligé de choisir parce que cette séance et c'est soit l'un, soit l'autre. Mais du coup, moi je trouve que on ne peut pas dissocier les deux, c'est-à-dire que c'est bien d'apprendre une technique, mais si vous ne savez pas comment se passe l'accouchement physio, en fait, ça ne va pas aller parce que vous risquez d'être surprise de comment ça se passe, puis vous n'allez pas comprendre pourquoi là, tout d'un coup, vous avez plus mal qu'avant et que même en faisant votre hypnose, ça ne passe pas. Enfin, et du coup, c'est important d'imbriquer les deux et de comprendre comment les deux fonctionnent ensemble. Donc, voilà, mes petites réflexions. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les 7 séances de préparation à l'accouchement, du coup, vous êtes obligé de choisir, souvent. Des fois, il y a des sages-femmes libérales qui essayent un peu plus de mixer, hein. Donc, renseignez-vous aussi. Et dans tous les cas, ça reste 7 séances. 7 séances, à peu près 7 heures. Et du coup, se dire qu'on a fait la préparation à l'accouchement, qu'on a fait ces 7 heures-là, et que c'est bon, et c'est un peu comme si on vous enfermait dans un truc où, du coup, vous n'aurez pas toutes les clés. Et ça vous limite, vous, en fait. Vous croyez que c'est bon, mais en fait, vous êtes limité. Et c'est dommage. Donc, c'est vrai que moi, à partir de mon deuxième accouchement, j'ai fait d'autres choses. J'ai refait une préparation classique parce que j'ai changé de maternité entre-temps. Je ne voulais pas retourner dans la première maternité. Donc, j'ai changé de maternité, donc j'ai refait une préparation classique dans la maternité où je voulais accoucher parce que je voulais savoir comment eux, ils réagissaient en cas de ça. J'avais besoin de poser mes questions et de mettre les pieds là où j'allais accoucher. Donc, j'ai refait une préparation classique qui a été prise en charge, mais j'ai rajouté des choses. J'ai fait du chant prénatal et j'ai fait de la relaxation parce que j'en ai grandement besoin. Et ça, c'est vrai que c'est moi qui l'ai payé.
ça rejoint aussi le fait que dans d'autres pays, les doulas sont beaucoup plus... Enfin voilà, dès qu'on tombe enceinte, hop, on prend sa doula. Les gens, ils payent pour ça, en fait. Nous, c'est vrai qu'on a ce système de sécurité sociale qui est super, qui prend plein de choses en charge. On n'a pas besoin d'avancer l'argent et tout. C'est génial d'un côté, mais d'un autre côté, ça réduit aussi les possibles. Donc, si vous voulez plus, c'est vrai qu'il va falloir payer. Une doula en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, en Angleterre, en tout cas, ça coûte aux alentours de 1 000 € l'accompagnement. Mais pour eux, c'est normal. Chez nous, on est choqués. Souvent, quand je dis ça, ça choque. Le troisième domaine que je voulais aborder avec vous, qui est aussi important, c'est ce que j'ai appelé le savoir-être. C'est-à-dire toute la préparation mentale qui va vous aider à gérer la douleur et avoir confiance dans le processus de l'accouchement. Donc ça non plus, ce n'est pas abordé en séance de préparation classique, mais ça va concerner votre état intérieur pour vivre votre accouchement. La gestion de la douleur, le fait de se sentir bien, de produire de l'ocytocine, de vivre ses émotions et de rester actrice s'il y a des complications qui arrivent, de savoir dépasser les difficultés aussi. Par exemple, si vous n'avez pas travaillé votre confiance, quand les premières contractions vont arriver, vous risquez d'avoir peur de la douleur. Si vous avez peur de la douleur, vous allez avoir mal. Si vous avez mal, vous n'allez pas aller bien loin et vous allez demander la péridurale. Au contraire, si vous êtes confiante, vous allez produire des hormones qui vont vous aider à diminuer les sensations des contractions. Vous n'aurez pas mal, ou alors il y aura des moments où vous aurez mal, d'autres moments où vous aurez moins mal. Enfin voilà, ça va être par intermittence. Ce sera plus ou moins supportable et vous pourrez avancer dans votre accouchement sans péridurale. Pour mon 4e accouchement, par exemple, au début, je n'étais pas sereine du tout. J'allais pas bien. Voilà, c'était passé un truc dans ma vie qui était difficile à vivre. Donc, j'allais pas bien, j'allais mal. Et du coup, au début, je voulais pas accoucher. Je voulais pas que ce soit maintenant. Je voulais aller dormir et je voulais pas accoucher. Donc, j'avais mal. À chaque contraction, j'avais super mal. Ça m'a pris plusieurs heures pour faire le travail psychique nécessaire pour me dire, en fait, là, j'ai pas le choix. Je suis en train d'accoucher. Donc, à ce moment-là, j'ai lâché prise. J'ai plongé dans mon accouchement avec confiance et je n'ai plus eu mal sur les autres heures de l'accouchement. Donc, en gros, j'ai eu mal pendant la moitié de mon accouchement et j'ai plus eu mal pendant l'autre moitié. Ça a duré à peu près 12 heures. Voilà. Donc, tout ça, je trouve que c'est important. Je ne sais pas si vous en aviez conscience ou pas. Je pense que vous l'aviez peut-être déjà entendu sous d'autres formes. Mais je trouve que c'est bien de le voir comme ça avec ces 3 pôles. Vous me direz si ça vous parle et si vous avez des questions. J'enchaîne avec la 3e erreur. Donc, 3e erreur, laisser son pouvoir personnel à la porte. Ce 3e point, ça rejoint aussi... J'ai un tracteur qui passe. Ça rejoint aussi le savoir-être de l'erreur numéro 2. Ça en fait partie, en fait, mais j'avais envie de le développer un peu plus ici. C'est tout le positionnement que vous pouvez avoir face au personnel médical qui vous entoure. Souvent, quand on est enceinte, le parcours, il est un peu tout tracé. On vous dit tout ce que vous devez faire, tel rendez-vous, machin, truc bidule, tout ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas manger ça, vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas lever les bras en l'air, vous ne devez pas avoir d'émotions négatives, enfin voilà. Et du coup, ça met une sacrée pression. Parce que nous, en fait, on a envie d'être la meilleure maman pour son bébé. Et on n'a pas envie de faire des erreurs. Donc, ça nous met de la pression. On a tendance à nous infantiliser, hein, même l'entourage. Quoi. Je veux dire, ah bah oui, moi j'ai des enfants, je sais comment il faut faire, alors écoute-moi. Quoi. Toi, tu ne sais pas. Tu es une débutante. Tout le monde a son mot à dire sur votre grossesse et sur votre comportement. Ça peut être lourd. Et du coup, je trouve aussi que tout ça, là, tout ce qu'on vit pendant la grossesse, du coup, on a tendance quand même à le suivre parce qu'on a envie d'être bonne élève. Moi, je l'ai été aussi. Mais si pendant toute la grossesse, on nous a un peu habitués à ça, conditionnés, voilà, c'est ce que je veux dire, conditionnés à ça, ça va être difficile le jour J de dire, moi, pour mon accouchement, je veux être actrice. Voilà. Donc, quand on souhaite
Quand on souhaite accoucher sans péridurale, c'est souvent ce qu'on veut pourtant, être actrice. Mais si pendant toute la grossesse, on a été un peu ballotté, faut faire ça, faire ça, faire ça, oui, puis qu'on se met une pression de dingue, le jour J, on n'arrivera pas à dire, bon, maintenant, c'est moi qui décide, quoi. J'ai rien décidé de toute ma grossesse, mais maintenant, c'est moi qui décide. Non, ça va être compliqué. Alors, j'exagère quand je dis, j'ai rien décidé de toute ma grossesse. J'espère bien que vous décidez des choses. Mais voilà. Donc, pour ça, c'est vraiment votre position à vous, interne, qui va faire la différence. C'est-à-dire comment vous vous sentez dans votre corps, dans vos choix, comment vous arrivez aussi à communiquer clairement sur vos choix à l'équipe médicale pour que celle-ci, elle vous suive et elle les respecte. C'est-à-dire ce que j'appelle ne pas laisser son pouvoir à la porte. Parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont tendance, quand elles arrivent à la maternité, à laisser le pouvoir à la porte. Elles rentrent et elles suivent ce qu'on leur dit de faire en toute confiance. Et je l'ai fait aussi. Je l'ai fait. Je suis arrivée à la maternité et je me suis dit, eux, ils savent, moi, je ne sais pas, ils ont l'habitude, ils vont m'aider, c'est cool, quoi. Bon, c'était pas la meilleure idée que j'ai eue, mais je ne savais pas. Donc, quand on ne sait pas, tant pis, hein. Derrière, on apprend des choses. Donc, déjà, si vous connaissez la norme, si vous connaissez les termes employés par l'équipe médicale, si vous connaissez les protocoles courants, si vous connaissez aussi vos droits et quels choix s'offrent à vous, vous allez pouvoir entamer un dialogue avec l'équipe. Dernièrement, là, dans Objectif Naissance, il y a une maman qui a accouché de son 5e enfant. Donc, c'était son 4e accouchement parce qu'elle a eu des jumeaux un peu avant. Et en fait, les autres accouchements avaient tous été médicalisés. Et là, donc, elle a vécu son premier accouchement physiologique et elle a dit, mais en fait, j'ai senti cette histoire de positionnement. C'était vraiment ça. En fait, je n'étais pas positionnée comme pour mes autres accouchements. Et l'équipe, du coup, elle a suivi derrière. Et ça s'est fait, elle était bien positionnée, ça s'est fait. Parce que quand on va accoucher, on ne va pas combattre. On a autre chose à faire que de combattre avec l'équipe médicale le jour J. L'idée, c'est plutôt d'aller entraîner l'équipe avec vous dans votre projet, sous réserve qu'il ne soit pas complètement hermétique et que du coup, vous ayez à peu près bien choisi votre lieu d'accouchement, c'est mieux. Donc, vous arrivez, vous savez ce que vous voulez, vous le vivez, et quand on est bien positionné avec ça, derrière, généralement, ça suit. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi, ce n'est pas la péri. La péri, c'est un outil qu'on peut utiliser ou pas, et ça, ce sera vraiment à vous de choisir. Mais effectivement, quand on vous a perfusé, qu'on vous a allongé sur le dos avec interdiction de bouger, qu'on a rompu votre poche des os, qu'on vous a dit là, on attend que bébé descende, ne bougez pas. Comme moi, ça m'est arrivé pour mon premier accouchement, c'est juste pas possible en fait. Là, vous n'avez plus le choix. C'est impossible de continuer sans péridurale. Enfin, presque impossible. Il y en a qui y arrivent. Bravo. Mais voilà, enfin, c'est vraiment pas les bonnes conditions pour un accouchement physiologique. Donc ça, c'est le genre de situation qui m'énerve. Et c'est vrai qu'il faut connaître tout ça pour pouvoir se positionner et dire « Non, merci, je vais plutôt faire autrement, dans le calme, et vivre votre accouchement. » Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus abordé dans les préparations à l'accouchement parce que je pense, et c'est mon simple avis là, que je vous donne, mais je pense qu'en fait, ça mettrait les sages-femmes en porte-à-faux face à leurs collègues hospitalières. C'est délicat pour elles de dire oui, mais là, ma collègue, elle va vous proposer ça, mais il faut lui répondre ça, comme ça, elle ne le fera pas. Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même leur père. Enfin, j'imagine que c'est délicat. Est-ce que ça va? Alors, Ludivine nous dit, premier accouchement non physio, je ne savais pas qu'il y avait des positions autres que sur le dos pour soulager la douleur, donc péri, ocytocine, perçage de la pose du dos. Ouais, schéma classique, j'ai envie de te dire, et c'est tellement dommage, en fait, mais c'est tellement dommage. Enfin, je sais pas, ça me dépasse un peu. Bref, donc maintenant qu'on a vu ensemble les erreurs à éviter, on va quand même balayer rapidement ce que vous pouvez faire pour que ça se passe bien. On ne va pas rester sur du négatif. J'ai déjà donné plein de choses. Mais voilà, donc déjà, ça me semble important, j'ai déjà dit, d'être actrice de votre grossesse dès le début, en fait, de choisir les examens que vous avez envie de passer et qui vous semblent nécessaires à votre situation. C'est pas parce que toutes les femmes font le test, je sais pas, j'ai le test PCR qui me vient dans la tête, mais pas du tout.
je sais pas, c'est pas parce que tout le monde fait l'échographie du 3e trimestre que tout le monde doit la faire. C'est pas parce que tout le monde fait le test du glucose qu'il faut le faire. Choisissez, posez des questions, choisissez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous semble nécessaire pour votre grossesse, ce qui vous rassure aussi. C'est OK d'avoir peur de faire du diabète et de se dire, bah, moi, j'ai trop besoin de faire ce test parce que j'ai trop peur d'avoir du diabète. Bah, OK, vas-y, fais-le. Mais c'est OK aussi de dire, bah non, moi, je considère qu'il n'y a pas de raison que je fasse ce test, j'ai aucun symptôme, aucun signe d'alerte qui montrerait que j'ai du diabète, j'ai pas du tout envie de m'imposer ce test-là. Et hop, déjà, ça vous apprend à vous positionner. Et puis, bah, choisissez votre accompagnement. Choisissez votre accompagnement médical. Choisissez la sage-femme qui va vous suivre ou le médecin qui va vous suivre. Choisissez votre accompagnement non médical aussi, parce que les deux sont vraiment complémentaires. Choisissez votre lieu d'accouchement, bien sûr, et faites des choix qui vous rendent sereine et qui vous font kiffer votre grossesse. C'est important, parce que c'est vrai que quand on a tout ça, là, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis tel rendez-vous, puis tel machin, des fois, c'est un peu trop, et vous avez aussi le droit juste de profiter, de kiffer, de communiquer avec votre bébé, et pas vous mettre du stress tout le temps, quoi. Deuxième chose que vous pouvez faire pour que ça se passe bien, c'est de préparer votre projet de naissance. Préparer un projet de naissance. Donc ça va se faire avec le partenaire, avec la personne qui va vous accompagner le jour d'accouchement. Si ce n'est pas votre conjoint, ça peut être votre mère ou votre sœur, je ne sais pas, je ne connais pas vos histoires. Mais en tout cas, faites-le avec la personne qui va vous accompagner le jour J. Et c'est important de bien s'entourer de personnes qui vont vous aider à avancer et qui ne vont pas vous faire reculer. Donc, pour faire le projet de naissance, il faut connaître les protocoles classiques les plus courants. Il faut aussi connaître ses droits et ensuite, vous pourrez faire vos choix. Si vous ne connaissez pas les choses, si vous ne connaissez pas vos droits, bah, en fait, vous ne pourrez pas choisir, comme le témoignage de Ludivine tout à l'heure. Si elle ne savait pas qu'on pouvait accoucher dans d'autres positions qu'allonger sur le dos, parce que ce qu'on nous montre à la télé, c'est toujours accoucher sur le dos, et ben, du coup, elle ne pouvait pas faire le choix d'accoucher accroupie, en fait. Voilà. On lui a dit, bah, allongez-vous sur le dos, maintenant on va pousser. Enfin, j'imagine, hein. Bah, voilà, quoi. Ça y est, c'est fait. Et puis, le projet de naissance, ça sert aussi à réfléchir à tout ça et aller voir ce qui nous bloque et aller dépasser nos peurs. À chaque accouchement, je trouve qu'on fait tomber de nouvelles barrières. Moi, à chaque accouchement, j'ai fait tomber de nouvelles barrières. Pour mon deuxième accouchement, j'étais pas prête à aller accoucher en dehors d'une maternité. Donc, je suis allée à la maternité. Enfin, j'ai accouché un petit peu avant. Mais pour mon troisième accouchement, j'étais prête à accoucher à la maison. J'ai préparé un accouchement à domicile qui s'est terminé à la maternité. Mais n'empêche que j'ai préparé un accouchement à domicile. Là, ça y est, je me sentais prête à accoucher à la maison. Mais par contre, avec une sage-femme. Et pour mon dernier accouchement, ça y est, j'étais prête à accoucher à la maison sans sage-femme. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Enfin, voilà, pour mon premier, comme toi, Ludivine, merci pour ton témoignage, mais pour mon premier, je ne savais même pas qu'on pouvait accoucher en dehors d'une maternité, en fait. Pour moi, c'était forcément à l'hôpital. J'avais une peur des hôpitaux. J'avais peur des hôpitaux depuis que je suis petite, mais je me suis dit, bah, de toute façon, là, j'ai pas le choix, puisque je vais accoucher. Il faut bien que j'aille à l'hôpital. Alors qu'en fait, non, je suis pas obligée. Et puis, du coup, faites tomber les barrières et présentez votre projet de naissance en amont, si possible, à la maternité. C'est de plus en plus dur, je sais. Parce que, en fait, comme il y a pénurie de sages-femmes, il y a pénurie de services, et du coup, il y a pénurie de tout, et du coup, c'est de plus en plus dur d'avoir des rendez-vous en amont pour présenter juste le projet de naissance. Oh non, vous viendrez avec le jour J. Sauf que, ça, c'est pas une réponse qui nous convient. Nous, on a besoin de savoir avant si c'est possible ou si c'est pas possible. Donc, essayez quand même. Et puis, préparez-vous aussi aux autres éventualités. Qu'est-ce que vous allez faire s'il y a des complications? Qu'est-ce que vous voulez faire si le travail est long? Dans quel cas vous êtes prête à prendre la péri ou dans quel cas vous ne la voulez vraiment pas? Si jamais il y a une césarienne qui se profile, comment vous voulez que ça se passe? Voilà, tout ça, c'est tous des questionnements qu'il faut avoir tout au long de la grossesse finalement et qui petit à petit, au fur et à mesure de la grossesse, vont s'affiner pour finalement les noter dans un projet de naissance à présenter à l'équipe. Et ça va vous permettre de rester actrice, quelles que soient les éventualités, et vivre une expérience la plus positive possible.
à ce propos-là, vous pouvez par exemple écouter, si vous ne l'avez pas fait, j'ai publié il n'y a pas longtemps le récit de Loredana sur le blog Naissance non violente. Loredana, elle a eu une césarienne programmée, donc elle était dans Objectif Naissance. Elle voulait un accouchement physio, ça faisait 4 ans qu'elle voulait un accouchement physio. Elle a eu du mal à tomber enceinte, elle est tombée enceinte, elle voulait un accouchement physio. Finalement, c'est une césarienne qui se profilait, son bébé était en siège. Elle a fait le choix d'aller vers la césarienne programmée, mais pendant cette césarienne, elle ne s'est pas sentie dépossédée. Je lui avais donné des outils qu'elle a utilisés et justement, elle avait dit à l'anesthésiste, si vous avez besoin que je vous réponde, vous me demandez juste que je vous réponde oui ou non, mais sinon, j'ai des choses à faire. Et psychiquement, elle a accouché et elle a accompagné son bébé. Voilà, c'est important ça aussi, parce que moi, ce qui m'importe dans mes accompagnements, c'est surtout que l'expérience elle soit la plus positive possible. J'ai vraiment eu une expérience traumatisante pour mon premier. Et après, bon, je ne suis pas magicienne, je ne peux pas non plus promettre que vous allez toutes vivre un accouchement fabuleux. Il y a forcément des accouchements qui se passent plus ou moins bien et qui sont difficiles à vivre. Ça fait aussi partie de la vie. Mais c'est important pour moi que ce soit quand même, que vous ayez des ressources et que vous ayez aussi le soutien du coup de l'accompagnement qui est là aussi pour accueillir quand ça va pas. La troisième chose que vous pouvez faire pour que ça se passe bien, c'est aussi vous projeter sur quels parents vous allez être. Quels parents, vous, votre conjoint, quels parents vous voulez être. Ça va aussi vous permettre de vous positionner pendant l'accouchement et après l'accouchement. Et encore, ne pas laisser son pouvoir à la porte parce que c'est votre corps pendant l'accouchement et c'est votre bébé ensuite. Et des fois, à la maternité, pendant le séjour à la maternité, j'ai encore trop souvent des retours de mamans qui se sentent jugées par le personnel qui passe dans la chambre, qui sait tout et elle sait rien, donc elle a qu'à écouter et de toute façon elle fait pas comme il faut et c'est horrible des fois les retours qu'il y a. C'est je sais pas comment des êtres humains peuvent parler comme ça à d'autres êtres humains, surtout des mamans qui viennent d'accoucher, qui sont hyper dans la vulnérabilité. Ça me donne envie de pleurer là presque. Donc travaillez votre confiance en soi et en votre bébé et en votre famille aussi et former une équipe et voilà, et vous êtes là, vous êtes les principaux concernés, vous avez le droit de savoir, d'être informé et de prendre vos décisions. Et puis aussi, prendre conscience qu'il va falloir lâcher prise sur des principes qu'on peut avoir avant d'avoir des enfants. Savoir écouter son bébé et s'adapter en se faisant confiance, en écoutant son intuition. Il y aura des savoirs à acquérir, des défis à relever. Vous ne pouvez pas tout savoir avant d'accoucher. Donc, il faudra les traverser un à un, mais ça se fait. Et finalement, l'accouchement, c'est vraiment le début d'une grande aventure, celle du fait d'être parent. C'est vraiment une sacrée aventure. Ou une aventure sacrée, à vous de voir. Les deux marchent. Et en tout cas, c'est important d'en prendre soin. Laura, oui, tout se complique encore davantage lorsqu'il s'agit d'un AVAC. Un AVAC, c'est un accouchement par voie basse après une césarienne. Oui, c'est encore, il y a encore des complications de plus, des protocoles à négocier à ce niveau-là. Premier accouchement, déclenchement 5 jours après le terme, péri et station couchée pendant des heures. Elles ont été 2 appuyées sur mon ventre pour aider le bébé à sortir, une catastrophe. Ça me fait mal pour toi. C'est normalement interdit. C'est pas vraiment interdit en fait. Normalement, on ne devrait plus appuyer sur le ventre d'une femme enceinte pour faire sortir le bébé. C'est une manœuvre qui n'est pas préconisée. En fait, c'est là aussi où est toute la nuance. C'est-à-dire que normalement, ça ne devrait plus se faire, mais comme ça a été formulé, ça laisse quand même le choix au professionnel de santé de l'utiliser si lui juge que c'est vraiment nécessaire. Mais en fait, ça ne devrait plus être utilisé. C'est hyper violent et douloureux. C'est horrible. Un accouchement non suivi, ça existe, juste les échos externes et rien de plus. Oui, tu peux. Alors, ça va être compliqué. J'ai plein de trucs qui me viennent dans la tête, mais
En gros, fais quand même la déclaration de grossesse parce que c'est après de ça que découlent les droits à la Sécu, les droits à la CAF et tout ça. Donc ça, c'est quand même bien de le faire. Après, si tu veux pas faire de suivi, bah, c'est toi qui vois en fait si le suivi, ça te stresse. Moi, je t'encourage à trouver quelqu'un qui va pouvoir te faire un suivi médical qui te convienne. Par exemple, qu'est-ce qui ne te convient pas dans le suivi de grossesse, tu vois? Et du coup, trouver quelqu'un qui est OK pour faire un suivi de grossesse par exemple, je donne un exemple parce que ce sera plus facile, mais toi, par exemple, tu ne veux pas toucher vaginaux pendant ton suivi de grossesse, et ben du coup, tu choisis une sage-femme qui ne fait pas toucher vaginal pendant le suivi de grossesse. Et puis voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que tu as mis accouchement non suivi, pas grossesse, mais je pense que oui. Et oui, tu peux faire le strict minimum, tu as le droit. Après, comme on est dans une culture de l'accouchement médicalisé, ça peut être mal vu. Et en ce moment, je ne sais pas si vous avez passé sur les réseaux il y a quelques temps, mais en fait, il y en a régulièrement des trucs comme ça, des femmes qui font des accouchements non assistés et qui sont jugées par l'administration notamment ou par le milieu médical et qui du coup se retrouvent avec des enquêtes sociales sur le dos, voire avec des enfants qui sont enlevés et c'est juste horrible. Ça me fend le cœur. Quand le motif, c'est juste ça, en fait, c'est horrible. Donc, on est vraiment... Enfin, faut vraiment faire attention quand même avec tout ça, je trouve. Faut être prudent parce que malheureusement, nos libertés sont fragiles. D'où le bon positionnement. Alice, je suis tout à fait d'accord avec toi. Préparer son projet de naissance, ça aide beaucoup à imaginer son accouchement et permet de mettre au clair ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Manuel, je suis qu'à 17 semaines et le mien est déjà prêt. Alors peut-être qu'il va évoluer au fur et à mesure de la grossesse, mais c'est parfait. C'est parfait déjà. Le lieu de naissance change énormément la donne. Oui, Naïma, je suis tout à fait d'accord. Pour le premier, je ne voulais pas de péri il y a 10 ans et c'était si vous voulez souffrir, c'est votre problème. Ouais, ça existe toujours. Mais ça existe toujours en fait. Je te jure. Taisez-vous. Taisez-vous les gens. Deuxième accouchement sans péri jusqu'à 8. Yes, bravo. Arrivé à la phase de désespérance, personne ne m'a soutenue ni encouragée. Ils ont couru pour me porter la péridurale dès que j'ai demandé de l'aide. Oui, parce qu'ils ne connaissent pas l'accouchement. Bah, là, tu as vraiment accouché dans des endroits où ils ne connaissent pas l'accouchement physiologique et du coup, ils ne savent pas accompagner ça. Donc, du coup, c'est toi qui vas en enterrer là. Donc, normalement, ça devrait être bon. Troisième accouchement, déclenchement, juste parce que bébé bougeait moins, mais il allait très bien. Ouais. Mais je n'étais pas assez préparée et informée dans tous les cas de figure. Yes. Et ben, un peu comme la maman là, qui a rejoint Objectif Naissance pour son 5e. C'est un peu ça, en fait. À chaque fois, ils ont trouvé un prétexte pour médicaliser. Thierry, je prévois un accouchement à la maison de naissance. En revanche, j'ai développé une réelle phobie d'être transférée à l'hôpital car j'ai peur d'accoucher en maternité pour ce deuxième bébé. Ok, bah, je pense que tu en as parlé déjà avec tes sages-femmes, du coup, qui t'accompagnent à la maison de naissance. Ça va être important d'en reparler avec elles. Moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Elles vont tout faire pour que tu accouches à la maison de naissance et ça va être fabuleux. Mais reparle-leur en bien de ça. Et éventuellement, on va faire quelque chose. Tu vois, une petite thérapie brève, PNL ou hypnose. Franchement, des fois, ça soulage bien. Hein. Donc, n'hésite pas. Pauline, projet de naissance préparée pour le premier rendez-vous recommandé vers 20 SA et mis à jour avec la sage-femme de mon conjoint ce jour-là. Nickel, Pauline. Cas touché vaginal, examen interne qui nécessite de se déshabiller. Ah oui, ça c'est ce que tu veux pas. Ben, mais tu dis non et puis c'est tout. Choisis une sage-femme. Il y a des sages-femmes qui ne font pas de toucher vaginal. Hein. Voilà. En fait, normalement, on ne peut pas te faire un toucher vaginal si tu n'es pas consentante. Parce que sinon, ça s'appelle un viol. Donc, il y a des endroits où ils vont s'énerver. Si tu dis non, je ne veux pas toucher vaginal, ils vont s'énerver. Vous ne me laissez pas faire mon boulot. Mais n'empêche que si tu n'en veux pas, tu n'en veux pas. Et tu as le droit. Et après, c'est sûr que c'est mieux d'avoir une sage-femme qui est OK avec ça que quelqu'un qui va te répondre vous ne me laissez pas faire mon boulot. Je l'ai vu. J'ai déjà vu ça. Ici, pas de toucher vaginal dès le début. La Gigi a vérifié par écho, en dos, mon col et ma sage-femme ne fait qu'une petite écho à chaque visite. Donc, je lève juste le haut jusqu'au nombril. Ok, tu vois, ça existe. Pas de toucher vaginal. On n'est vraiment pas obligé de faire des touchés vaginaux. On est encore
enfin, je dis encore parce que dans ma tête, j'ai plein d'autres exemples, mais je ne vous en ai pas forcément parlé là. Le toucher vaginal, on est un des pays où on fait du toucher vaginal tous les mois, là, alors que dans d'autres pays, ça ne se fait pas. On fait un toucher vaginal que si on sent qu'il faut qu'on aille en faire un. Par exemple, vous arrivez à votre rendez-vous, vous dites, je suis partie en vacances, on a fait beaucoup de routes, j'ai contracté pendant 3 jours, j'ai eu beaucoup de contractions et tout. Bon, là, normalement, le professionnel de santé en face, ok, vous avez contracté beaucoup, ce serait intéressant d'aller voir si votre col a bougé ou pas, surtout si vous êtes en tout début de grossesse. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse un toucher vaginal? Mais est-ce que vous voulez qu'on aille vérifier? C'est pas allongez-vous, je vous fais un toucher vaginal, quoi. Ça, c'est vraiment un problème de positionnement de leur part et ça fait partie des violences gynécologiques ordinaires. Ok, on continue. Je voulais vous faire du coup un petit récap de ce qu'on vient de dire pour c'est important d'entendre et de répéter et de l'entendre encore. Il paraît qu'on retient les choses quand on les a entendues 7 fois. Donc, n'hésitez pas à écouter et réécouter par moi, par quelqu'un d'autre, voilà, un peu partout. Retenez, si vous retenez qu'une seule chose, c'est qu'il est difficile d'accoucher sans péridurale dans une société où la norme, c'est l'accouchement médicalisé. Mais ce n'est pas impossible. Je l'ai fait. Les mamans que j'accompagne le font. Vous pouvez le faire. Pour cela, vous pouvez porter votre attention sur le fait de bien choisir votre lieu d'accouchement et les personnes qui vous accompagneront en amont le jour J et après. Être préparé aux étapes de l'accouchement physiologique avec une préparation physique et mentale pour avoir pleinement confiance en vous et savoir présenter vos choix dans votre projet de naissance, quelles que soient les circonstances, pour être actrice de votre accouchement. Donc, retenez que c'est vraiment vous, en tant que personne, vous là, la femme enceinte, qui va mettre en place les bonnes conditions pour y arriver. Vous allez avoir de l'aide de votre partenaire, de votre sage-femme, de votre doula, d'autres mamans que vous connaissez peut-être. Vous allez avoir de l'aide, mais c'est vraiment vous qui devez mettre en place ces conditions-là pour y arriver. C'est vous qui accouchez, ce n'est pas les autres. Moi, j'ai développé du coup un programme en ligne pour pouvoir accompagner avec efficacité, enfin, j'essaye, toutes les femmes qui souhaitent accoucher sans péridurale, qui souhaitent oser accoucher sans péridurale dans un monde où l'accouchement est à la péridurale. Et tout ce dont on vient de parler là depuis le début, évidemment, c'est développé plus dans le programme. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, la question à vous poser maintenant, c'est comment est-ce que toi aussi, tu peux préparer ton accouchement sans péridurale et peut-être, du coup, comme moi, transformer ta vie en gagnant en confiance, en assurance et en puissance. Tu peux essayer d'y aller toute seule. Peut-être que la plupart d'entre vous sont déjà très avancées, qu'elles ont déjà bien préparé. Vous pouvez, vous pouvez apprendre. Vous pouvez aussi faire des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs. À chaque fois, j'ai fait des erreurs. J'ai appris de ces erreurs-là. On peut faire des oublis aussi dans les apprentissages. C'est normal. On peut recommencer. C'est complètement OK. C'est ce que j'ai fait. Chacun avance à son rythme. Et en tout cas, il n'y a pas d'échec, il y a surtout des apprentissages. Ou alors, vous avez la possibilité de prendre l'accompagnement en ligne que je vous propose pour vivre une expérience, somme toute, assez extraordinaire avec d'autres femmes comme toi qui osent accoucher leur accouchement sans péridurale. Et ce programme-là, il s'appelle Objectif Naissance. Donc, comme je vous le disais en intro, c'est vraiment mon 5e bébé que j'adore. Je ne veux plus d'enfants, j'ai 4 enfants, c'est parfait comme ça. On est au complet, comme on dit. Mais maintenant, j'aide les femmes à bien vivre leur accouchement. Et moi, vraiment, ce que j'aime, c'est accompagner pour que les femmes, elles soient actrices. J'aime accompagner les femmes qui ont envie d'accoucher physiologiquement, en fait. J'ai aussi des fois des clientes, surtout en présentiel, qui veulent un accouchement avec péri. Ça m'arrive encore, c'est ponctuel, mais ça m'arrive et c'est complètement OK. Je les accompagne aussi là-dedans.
Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'accompagner celles qui ont envie d'un accouchement physio. Donc, objectif naissance. C'est un accompagnement en 8 grandes étapes. Il y a déjà 7 étapes en prénatal pour aller te libérer de tes peurs, déjà dans un premier temps. On essaye de voilà, aller se libérer déjà des peurs. Ensuite, il y a toute une étape sur le fait de changer de regard sur la naissance et voir que l'accouchement physiologique est normal et sécuritaire. Une troisième étape pour être actrice de ta grossesse. Une quatrième étape pour comprendre l'accouchement physiologique. C'est souvent l'étape préférée des mamans qui sont dans le programme. Une cinquième étape très importante pour préparer votre projet de naissance. À ce stade-là, vous avez possibilité de m'envoyer votre projet et puis moi, je vous fais déjà mon retour avant que vous puissiez aller le présenter à la maternité. Une sixième étape pour savoir dépasser les difficultés parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une complication quand même. Donc voilà, c'est bien. Je suis beaucoup dans on visualise à fond le positif, mais il y a quand même cette étape-là pour au cas où, vous n'êtes pas complètement démunis. Mon projet il est en train de se casser la figure, c'est la cata, c'est horrible, je subis ma césarienne et tout. Non, je vous apporte quand même d'autres outils aussi pour au cas où. Je sais que ça ne remplacera pas votre accouchement physiologique rêvé, c'est sûr. Mais au moins, si on peut adoucir les choses, c'est toujours mieux. Et puis, une septième étape pour préparer le postnatal. Parce qu'une fois que le bébé est né, on a un peu la tête dans le guidon et c'est compliqué. Donc, il vaut mieux se préparer au postnatal avant d'accoucher. Même s'il y a des choses que je dis que peut-être vous n'allez pas comprendre en prénatal, surtout pour celles qui attendent leur premier bébé. C'est normal, mais au moins, vous l'aurez au moins entendu une fois. On en aura parlé avec les autres mamans qui ont accouché dans le groupe. Et du coup, ça sera un petit peu plus intégré et vous pourrez y revenir après. Et du coup, une fois que vous avez fait ces 7 étapes-là, on attend que vous accouchiez. Enfin, on continue l'accompagnement, tout ce qui est émotionnel, sur comment vous vous sentez, tout ça. On attend que vous accouchiez, que votre bébé naisse. Et ensuite, il y a l'accompagnement qui continue encore pendant tout le mois d'or. C'est-à-dire, le mois d'or, c'est 40 jours après la naissance, donc ça fait environ 6 semaines, où vous continuez d'être accompagné sur les premières questions, l'allaitement, ou même le biberon, les couches, les soins du cordon. Enfin, il y a plein de choses. Et au niveau émotionnel, c'est assez intense aussi. Donc, l'accompagnement continue, je ne vous lâche pas au moment de l'accouchement, vous avez toujours cette possibilité-là d'être accompagné. Comment ça se passe concrètement? L'accompagnement, donc c'est 100% en ligne, il n'y a pas du tout de présentiel. Il y a une plateforme de vidéos avec des vidéos enregistrées. Chaque semaine, il y a un thème qui se débloque là sur les 7 que j'ai dit tout à l'heure. Ces vidéos-là, vous y avez accès 24 heures sur 24. Vous pouvez les regarder en totale autonomie. Vous pouvez les regarder toute seule. Vous pouvez les regarder en couple. Vous pouvez avancer à votre rythme. Vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez. Elles sont là, elles sont enregistrées, elles sont disponibles. Il y a toutes les infos essentielles dedans. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la base. En plus de ça, il y a un groupe Facebook et une discussion privée pour partager plein d'autres ressources. Au fur et à mesure des sessions, en fait, il y a plein d'autres ressources qui sont partagées et aussi être soutenu au quotidien. C'est-à-dire que c'est du 7 jours sur 7. C'est presque du 24 heures sur 24. Bon, je dors des fois. Mais en fait, il n'y a pas que moi dans le groupe, il y a aussi les autres mamans. Et du coup, c'est trop beau de voir que des fois, il y en a une à 3 heures du matin qui se pose une question et qui la pose. Et puis, il y en a une autre qui était en train d'allaiter son bébé et qui lui répond, en fait. Et c'est génial parce que finalement, dès que vous avez une question, vous la posez, vous avez une réponse rapidement et vous ne restez pas dans le stress ou dans le questionnement. Et ça apaise plein de choses et ça apporte beaucoup de sérénité. Et puis, il y a aussi un visio chaque semaine pour accueillir les émotions de chacune, savoir ce qui s'est passé dans la semaine, comment elle va, et pour répondre à toutes vos questions du moment. Donc, les visios, c'est vraiment des visios, c'est-à-dire qu'on est sur Zoom et on se voit et on se parle. Là, je suis toute seule à parler et vous commentez par écrit, mais en visio, on se voit, on se parle normal, quoi. Donc, on peut vraiment tout aborder. En plus de ça, c'est pas fini
Parce que, du coup, l'accompagnement, comme je vous ai dit, il s'enrichit au fil des sessions. Du coup, il y a plein de bonus. Il y a vraiment beaucoup de bonus maintenant. Parmi ces bonus, il y a un peu de tout. Il y a des PDF, des mémos, des cartes, des audios, avec des méditations, avec une visualisation complète de l'accouchement. Il y a des vidéos aussi avec mes outils de doula, comme par exemple avec le Rebozo. Tout ça, c'est plein d'outils que vous pourrez expérimenter pendant votre grossesse et peut-être utiliser pendant l'accouchement si ça vous parle. Chaque semaine, pour chaque thème, là, des 7 premiers thèmes, vous avez aussi une fiche pratique à remplir parce que vous regardez la vidéo, ça c'est pour tout le monde, mais ensuite sur la fiche pratique, vous allez implémenter ce que vous avez vu en vidéo et l'appliquer à votre situation, à vous. Et ça, c'est important de passer OK, donc elle a dit ça, ça, ça. Moi, il y a ça qui me parle. Hop, c'est noté. Moi, dans ce qu'elle a dit, je vais choisir ça. Et puis, voilà. C'est important après de vous l'approprier. Et en plus de tous ces petits bonus-là, enfin, qui sont déjà des bons bonus, il y a 2 super bonus. Il y a un Blessing Way tout ensemble et un visio spécial papa. Donc, le Blessing Way, c'est une cérémonie de fin de grossesse. Donc, toutes les mamans qui accouchent dans les mêmes termes que vous, je vous réunis sur un Blessing Way. Il y a un Blessing Way par mois à peu près. Donc, voilà, on venez au Blessing Way qui correspond par rapport à votre date d'accouchement. Et on se fait une petite cérémonie en visio pour s'envoyer plein d'amour et d'ocytocine pour vous donner de la force et du courage pour votre accouchement. Et puis le visio spécial papa, donc ça c'est un visio qui se fait en prénatal aussi, donc avant que vous accouchiez, les papas, les conjoints qui seront présents à l'accouchement sont invités à venir échanger en visio papa. C'est un visio qui se fait du coup en soirée pour que les papas soient disponibles et qui normalement, sauf changement, mais se fait avec mon mari. Donc ils sont vraiment entre papas et c'est très intéressant qu'ils aient ce moment entre pairs. Voilà, c'est pour ça que j'essaye de privilégier le fait que ce soit fait avec mon mari. Parce que moi, j'ai vu mes accouchements d'une certaine manière. Lui, il a vécu les mêmes, mais il les raconte, il les voit d'une autre manière aussi. Donc, c'est super intéressant. Et j'ai toujours eu des bons retours sur les visios papa. C'est une des sessions d'objectif naissance, je ne sais plus laquelle, qui m'avait demandé est-ce que c'est possible de faire un truc pour les papas. J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit ouais, pas de problème, je le fais. Et depuis, ça perdure parce qu'en fait, il y a des bons retours et que les papas sont contents d'avoir aussi cet espace-là. Vous avez donc la possibilité de nous rejoindre. Moi, je trouve que c'est toujours beaucoup plus bénéfique de s'inscrire tôt parce que déjà, vous aurez plus de temps pour suivre le programme. Et vous serez accompagné plus longtemps, en fait. Vous serez accompagné dès votre début de grossesse. Il y a des mamans, des fois, qui se sont inscrites. Je les ai accompagnées pendant 9 mois, quasiment, parce que la grossesse, plus le postnatal. Voilà. Et puis, en plus, c'est le même tarif. Je veux dire que vous vous inscriviez tôt ou tard, ce sera le même tarif. Vous aurez beaucoup plus de semaines d'accompagnement. Donc, moi, je vous le recommande. J'avais envie de vous partager 3 témoignages. J'en ai plein. Vous verrez sur la page descriptive, il y en a plein. Voilà, j'ai sélectionné ces 3 témoignages-là. Donc, il y a Pauline, déjà, qui a accouché de son premier bébé sans péridurale. Comme quoi, même pour un premier, c'est possible. Et elle a vécu une naissance incroyable. C'est ce qu'elle nous dit dans son témoignage. Le deuxième témoignage, c'est celui de Caroline, qui, elle, attendait son deuxième bébé quand elle s'est inscrite à Objectif Naissance. Elle a aussi accouché sans péridurale après un premier accouchement très classique, comme Ludivine, comme moi. Après un premier accouchement très classique. Et elle nous parle de l'impact du programme, l'impact que ce programme-là a eu sur sa vie. Parce que dans le programme, en fait, il y a beaucoup de développement personnel. C'est un peu du développement personnel appliqué à l'accouchement. Et du coup, c'est un programme qui va vraiment vous transformer. Et ça va vous aider, bien sûr, pendant votre grossesse, pendant votre maternité, parce que c'est vraiment un moment qui est propice à ça, en fait. La maternité, la matrescence, là, c'est vraiment propice au développement personnel, je trouve. Et c'est génial. Si vous aimez ça, allez-y, quoi. Et c'est vraiment un programme qui transforme. Mais après, tous les outils de développement personnel, vous pouvez les utiliser dans votre vie tout le temps, en fait, pas que pour l'accouchement.
Donc, voilà, elle me dit, ce programme a définitivement signé un tournant dans ma vie. Et le témoignage de Nathalie. Alors, je vous l'ai mis parce que Nathalie, elle attendait son premier bébé et elle a accouché avec péridurale. Et c'est aussi important pour moi de vous dire que Objectif Naissance, ça va vous donner plein d'outils, plein de pistes, plein de positionnements, plein de choses pour accoucher sans péridurale. Mais peut-être que vous aurez besoin de la péridurale pour votre accouchement et c'est OK. Moi, l'idée, c'est pas de vous dire viens dans Objectif Naissance, t'es sûr d'accoucher sans péri. Non, bien sûr, c'est pas possible, je peux pas vous promettre ça. Et puis, j'ai pas du tout envie, c'est pas du tout non plus dans mon état d'esprit de vous dire ouais, bravo, toi, t'as accouché sans péri et oh, toi, t'as pris la péri, c'est pas bien. Hein. Non, évidemment que non. Chaque femme fait comme elle veut et surtout comme elle peut. Donc, Nathalie, elle a eu un déclenchement et en cours de travail, elle a choisi de prendre la péridurale au bout d'un certain temps et c'est OK. Et elle l'a utilisé comme un outil. Dans son témoignage, elle nous dit qu'elle a beaucoup hésité à prendre le programme. Et ça, j'ai déjà eu plein de fois des retours là-dessus de « Ah, j'ai beaucoup hésité à cliquer sur le bouton !» Je sais, c'est dur de cliquer sur le bouton. Mais voilà, elle nous dit que c'était clairement, comment elle le dit, c'était probablement la meilleure décision que j'ai prise pendant ma grossesse. Donc, vous voyez, elle a accouché avec péridurale et elle trouve que ce programme-là, ça a quand même été la meilleure décision de sa grossesse. Donc voilà, c'est cool. Moi, quand je lis ces petits témoignages, je suis « Ah, c'est trop beau !» Et donc, voilà, en toute transparence, dans le programme, il y a aussi des mamans qui ont pris la péridurale et il y a même des mamans qui ont accouché par césarienne. Ce n'était pas leur premier choix, puisque quand vous rentrez dans le programme, c'est vraiment que vous voulez accoucher sans péridurale et on va travailler là-dessus. Je sais aussi que dans ces cas-là, quand on veut accoucher sans péri et que finalement, on finit avec une césarienne d'urgence, c'est difficile à vivre. Donc, on vous porte une attention aussi particulière à vous. On est toutes là pour vous soutenir et je trouve que ces mamans-là, au final, elles sont 1000 fois plus courageuses que celles qui ont réussi sans péridurale. Donc, au final, tout le monde développe sa puissance et ça m'épate vraiment à chaque fois. Hélène, oui, à 39 et ça, c'est beaucoup trop tard. Tu es sur la dernière ligne droite, mais on t'envoie toutes nos bonnes ondes là. Déjà, le webinaire, j'espère que ça t'a remotivé et vraiment, c'est possible. Tu vas le faire. Tu y vas, tu te fais confiance, tu respires et tu penses à nous et tu te dis, purée, toutes ces femmes qui étaient au webinaire et qui veulent accoucher sans péri, c'est parti, je suis la première. Audrey, pour ton troisième, tu as dit que ça avait été très long. Pourtant, tu n'as pas demandé de péridurale. Qu'est-ce qui a fait que tu as surmonté la douleur sur une longue période? En fait, je crois que c'est une bonne question. Je crois qu'en fait, j'étais archi prête et surtout, j'avais été vraiment vaccinée de la péridurale à mon premier accouchement. En fait, pour mon premier accouchement, ils ont commencé par me percer la poche des os. Suite à ça, j'ai pas supporté les contractions et j'ai demandé la péridurale. Et à partir de là, ça a commencé à déconner en fait. Au niveau de la physiologie, ça allait plus. La péridurale a rompu la physiologie. Et pour moi, c'est vraiment ce qui a provoqué les complications derrière dans mon accouchement. Du coup, j'étais vaccinée, là, je voulais plus de péridurale. Et la sage-femme est arrivée pour mon troisième accouchement. Elle a pété le dossier sur la table en disant « Maintenant, vous prenez la péridurale pour motif médical ». J'ai pas compris ce qui se passait, alors que j'avais rien demandé. Et j'ai pas compris, mais je pense que ça m'a provoqué un petit pic d'adrénaline là. Et le bébé, il est arrivé, l'anesthésiste est arrivé, le bébé est arrivé. Et il voulait absolument me faire la péri, arrêtez de bouger, madame, et tout. Moi, je bougeais dans tous les sens. Mais je le faisais pas exprès, c'est juste que j'étais en travail, donc je pouvais pas rester assise là, le dos rond et tout. Et finalement, la sage-femme, elle a quand même regardé au bout d'un moment, elle dit « Ah, mais le bébé, il arrive, en fait, il faut pousser, ça va peut-être le faire. » Bah oui, évidemment. Donc, en fait, je crois que je voulais vraiment pas la péridurale et que c'était juste sorti de mon esprit, quoi. Ouais, Alex, écoute, on te souhaite aussi une belle fin de grossesse. Donc, plein d'ondes positives pour toi et ça va le faire, j'espère. Revenez nous raconter, celle qui accouche bientôt, revenez me raconter sur Instagram comment ça s'est passé. Des astuces pour passer le cap de la désespérance. Déjà, savoir que ça existe. Que le conjoint, que l'accompagnant sache que ça existe et que lui, il fasse ce qu'il faut, c'est-à-dire vous encourager.
parce que effectivement, dans les maternités, il y a encore plein d'endroits où ils ne savent même pas que ça existe. Et que du coup, à ce moment-là, quand vous dites je veux la péridurale, ils se précipitent pour vous la mettre parce que vous êtes déjà à 8 ou 9, donc il faut se dépêcher parce que sinon elle n'aura pas le temps d'agir avant l'expulsion. Et c'est là que ça entrave toute l'expulsion puisque du coup, vous vous retrouvez avec une péridurale. Votre bébé, il naît 1 heure plus tard. Vous avez des difficultés pour pousser parce que la péridurale vous entrave et vous n'arrivez pas à pousser au bon moment et comme il faut. Et vous vous retrouvez souvent avec des déchirures ou voire des épisiotomies ou des instruments. Et qu'après coup, vous vous dites, mais en fait, mon bébé, il est arrivé 1 heure après la pose de la péridurale, j'aurais pu faire 100. Enfin, souvent, quand vous savez qu'il ne vous reste plus qu'1 heure, c'est bon, quoi. Ok, bon, il reste 1 heure, c'est bon, j'y vais, quoi. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ouais, c'est vraiment à l'accompagnant de gérer ça, je trouve. Donc, il faut vraiment qu'il soit au courant. Eh bien, écoutez, je pense que c'est bon. On arrive à la fin du webinaire. Hop, je vous repartage juste une petite slide pour vous dire que le programme, il va vraiment au-delà de l'accompagnement à la naissance. C'est vraiment tout un positionnement pour la vie. Et dans tous les cas, ça vous apporte énormément, même si vous avez une péridurale, même si vous avez une césarienne et que ce n'est pas ce que vous vouliez. Objectif Naissance, c'est une formidable aventure humaine tout ensemble et c'est une transformation unique pour chacune d'entre vous. Avec plein de love et d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est super important pour accoucher. Donc, merci à vous d'avoir été présente pour ce webinaire. Si vous reste des questions par rapport au programme Objectif Naissance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à naissancenorviolente@gmail.com. Pour faire votre choix sur le fait de poursuivre l'aventure ou pas avec moi et avec Objectif Naissance, écoutez votre cœur et votre intuition. Eux, ils savent. Parce que le mental, tout de suite, il va vous dire « Ah ouais, mais c'est cher. Ah ouais, mais non, mais j'aurai pas le temps. Non, mais il y aura ça, il y aura ça. » Ça, c'est le mental. Le mental, il cherche à vous protéger, à vous dire « Attention, là, c'est zone d'inconfort, tu connais pas. » Mais votre cœur et votre intuition savent. Et oui, il faut appuyer sur le bouton. Des fois, c'est pas facile, mais on en reparlera quand vous serez inscrite. Je vous quitte avec une petite citation de Bouddha qui est « Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. » Et c'est vraiment dans cette énergie-là aussi que le programme est créé, en fait. On va parler de vos pensées, de vos ressentis et de comment vous créez les choses, comment vous allez créer votre accouchement. Donc, je vous invite à penser, ressentir et imaginer votre maternité comme vous le voulez. C'est à vous, ça vous appartient, c'est votre corps. Et puis, ensuite, voilà, créer ce que vous avez à créer, avec moi, sans moi, peu importe. Moi, je vous souhaite dans tous les cas le meilleur. Vous avez le droit au meilleur, c'est votre maternité, votre vie, et vous avez vraiment le droit au must. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle soirée, une magnifique grossesse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.